Évidemment, on est une belle gang ce matin. Si on était tous réunis dans la même salle, ce serait considéré comme un rassemblement de plus de 250 personnes. Donc, évidemment, heureusement qu'on est chacun chez nous. Je me présente. Mon nom est Alexandre Desbiens. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire d'aujourd'hui au sujet des portefeuilles Beta Intelligent Plus. J'ai bien hâte de vous faire découvrir tout ça. J'imagine que la plupart d'entre vous avaient déjà une bonne idée de qui je suis, mais pour ceux qui me connaissent moins, eh bien, je fais partie de la belle gang de l'équipe des ventes au niveau de l'assurance individuelle et de l'investissement retraite en tant que directeur de compte. Pour votre information, ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis dans le réseau des ventes. En fait, j'ai commencé ma carrière en tant qu'actuaire. D'ailleurs, c'est quand? C'est hier soir. J'étais complètement découragé. Écoute, j'étais couché à côté de ma femme. Évidemment, c'est pas vraiment pour ça que j'étais découragé. C'est des farces. Parce que ceux qui me connaissent savent que j'aime ça taquiner ma femme. Mais aujourd'hui, il faut quand même que je fasse attention parce que d'habitude, elle n'est pas là. Mais là, on est dans la même maison. Donc, j'étais découragé parce que je me demandais si je devais vous dire ça, que j'étais actuaire de formation, parce que déjà que je me doutais bien que certains d'entre vous alliez vous dire que déjà que c'est un webinaire, qu'on ne voit pas personne qui parle, que le sujet concerne les fonds de placement et que c'est un actuaire qui va donner ce webinaire-là pour la prochaine heure. C'est un cocktail de somnifères, puis en fait, vous allez vous dites sûrement qu'on va se faire gazer bien comme il faut. Mais c'est vrai que c'est seulement le deuxième webinaire que je donne et que j'avoue que ça fait un peu bizarre de se parler tout seul ici dans mon bureau et de ne pas vous voir. Mais rassurez-vous, pour paraphraser une expression qu'on a vue et entendue souvent ces derniers temps, ça va bien aller. Donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. J'espère que le contenu va vous plaire aujourd'hui. En fait, je me demande pourquoi je dis ça, puisque je ne vous entends pas et que c'est moi qui contrôle le webinaire et que de mon côté, ça me tente de vous parler de ça. Donc, vous n'avez pas le choix, en fait. Donc, je vous agace. J'espère que depuis le début, je ne vous endors pas trop, que je ne parle pas trop vite, parce que dans mon côté, ça va super bien. Et en passant, aujourd'hui, ça va se passer comme quand on était plus jeune. Pour ceux qui s'en souviennent, dans les livres d'histoire, lorsque vous entendrez cette clochette-là, ça va être le temps de changer de diapositive. Ben non, en fait, vous n'avez rien à faire, je vous agace, c'est moi qui ai le contrôle. Donc, évidemment, ceux qui me connaissent bien savent que je pensais que ça ne fonctionnait pas, désolé. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis depuis belle lurette un fervent partisan de la gestion active. En fait, je l'ai démontré plusieurs fois dans le passé, même de façon actuarielle, là, mathématiquement, que c'est ce type de gestion-là qui convient le mieux à ce que je pourrais appeler monsieur, madame, tout le monde, qui désire profiter au maximum de ce que les marchés ont de mieux à offrir. Et la preuve, il y a toujours eu plusieurs articles par le passé qui ont parlé de cette supériorité-là de la gestion passive. J'en ai sorti un ou deux pour vous aujourd'hui et à noter là, que c'est des articles très récents. On ne parle pas d'articles de 1977 là, qui sont déphasés. Là. Juste le premier. En fait, je ne traduis jamais une expression pour ne pas en perdre le sens, là, mais en mars 2019, là, pour la période qui a fini de 10 ans qui a fini en mars 2019, il y avait quand même 85 des gestionnaires qui ont été battus par l'indice S&P 500. Et sur une période de 15 ans, finissant en mars 2019, c'est 92 de ces gestionnaires-là qui ont quand même été battus par le S&P 500. Et évidemment, un autre, là, on pourrait en voir plusieurs, là, un petit dernier, là, pour la période de 10 ans qui s'est terminée en septembre 2019, il y a quand même seulement 23 des gestionnaires qui ont réussi à battre l'indice, mais souvent aussi, ce qu'on pourrait dire, ça peut être de la chance aussi. Là. Donc,
Vous allez me dire, Alex, 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 qu'est-ce qui explique évidemment cette supériorité-là? Bien, évidemment, la raison principale, c'est tout simplement les frais de gestion plus bas chargés par la gestion passive. Évidemment, la gestion passive, comme je disais tantôt, c'est normalement ce qui convient le mieux à monsieur, madame, tout le monde, mais comme tout type de placement, ça a aussi des défauts. Et aujourd'hui, je vais vous montrer que nos portefeuilles Béton Intelligent Plus, grâce à la gestion indicielle dynamique qui est sous-jacent à ces portefeuilles-là, va venir corriger la plupart des défauts-là, de ces défauts-là. Donc, évidemment, vous allez voir que ça va être super intéressant pour ça. Donc, commençons simplement. Là. Mettons la table là, avant de voir en détail chacun de ces fonds-là, parce qu'évidemment, si je vous les présente tout de suite, là, sans mettre la table, vous allez peut-être dire, hein? Donc, on va juste voir un petit, tranquillement ensemble. Évidemment, si je vous posais la question, qu'est-ce qu'un indice boursier? Évidemment, je pourrais cacher la diapositive, vous l'avez sur les yeux. Là. C'est tout simplement un groupe d'actions. Souvent, ce sont les titres les plus performants d'un secteur donné qui sont regroupés pour évaluer la performance d'une économie donnée. Évidemment, un indice boursier, ça n'a absolument aucune valeur intrinsèque. Ce que ça veut dire, on ne peut pas dire que le S&P TSX 60 vaut 60$. Non, c'est vraiment tout simplement un indicateur de la performance d'une économie donnée, d'un secteur donné. Il y a deux types d'indices boursiers. Il y a les indices boursiers qui appliquent la même pondération à tous les titres qui les composent. Un exemple qui me vient vite en tête, c'est, il n'y en a plus bien de ça en passant de nos jours. Un exemple, ça serait l'indice Dow Jones. Et le deuxième type, c'est ceux qui appliquent plus de poids aux actions dont la capitalisation boursière est la plus importante. C'est ce qu'on appelle communément des indices CAPI pondérés. Donc, puis les indices CAPI pondérés, c'est ce qui constitue d'ailleurs la presque totalité des indices que l'on connaît actuellement, que ce soit le S&P TSX 60, le S&P 500, le Nasdaq 100, etc. C'est vraiment des indices CAPI pondérés. Si je vous posais la question, qu'est-ce qu'une capitalisation boursière? En fait, c'est tout simplement le nombre de titres en circulation fois le prix. Donc, exemple, faisons un exemple bien simple, s'il y a 100 titres, 100 actions de la compagnie XYZ à 5 bien, la capitalisation boursière serait de 500 $. Vous avez vu juste ça. Donc, c'est ça. Donc, voyons un exemple d'un indice qui applique la même pondération là, à tous les titres qu'il compose. Donc, on va faire ça simple. Supposons que l'indice XYZ contient deux titres. On va dire les titres A et B. Si je vous disais qu'aujourd'hui, il y a 1200 actions en circulation de A et 2000 actions en circulation de B. Le prix de A est de 50 $ et le prix de B est de 100 $. Avec ce que je viens de vous dire, quelle serait la valeur actuelle de l'indice XYZ? Rappelez-vous, on applique la même pondération au titre qui compose l'indice. Donc, en changeant de diapositive, c'est aussi simple que 50 $ plus 100 $ divisé par 2. Effectivement, le prix de A était de 50 $, le prix de B de 100 $. Il y avait deux titres dans cet indice fictif-là. Donc, tout simplement, 50 plus 100 divisé par 2, 75, qui serait la réponse, qui serait la valeur actuelle de l'indice si on la regardait là, soit sur Internet, dans les médias ou dans les journaux, peu importe. On va rendre ça un petit peu plus complexe. Et évidemment, au niveau d'un indice CAPI pondéré, ce qu'on retrouve actuellement le plus souvent dans le marché,
le même exemple, le même indice avec les deux mêmes titres. Évidemment, toujours 1200 actions en circulation de A et 2000 actions en circulation de B. Toujours le même prix de A et le même prix de B. Maintenant, c'est un indice CAPI pondéré et non pas un indice qui applique la même pondération à tous les titres qui le composent. Donc, à ce moment-là, quelle serait la valeur de cet indice CAPI pondéré-là? Je vous laisse réfléchir un petit peu. On change de diapositive. Là, ça devient un petit peu plus complexe. Évidemment, il y a au total 3200 actions en circulation, 1200 de A et 2000 de B. Donc, il faut déterminer le poids du titre A, qui est tout simplement une fraction. Donc, évidemment, il y a 1200 actions sur 3200, donc son poids, le poids de A serait 38 et le poids de B, il y en a 2000 sur 3200, donc 62 Donc, on s'assure bien là, que 38 plus 62 fait exactement 100 Donc, pour déterminer la valeur de l'indice actuel, on ferait 38 de 50 et 62 de 100 donc qui donnerait 81 Rappelez-vous que l'indice qui appliquait la même pondération au titre qu'il compose, c'était 75. Donc là, on a 81. Là, je vous invite à remarquer quelque chose là, qui va nous servir tout au long de la présentation. Regardez bien qu'un indice CAPI pondéré va être, si vous me permettez l'expression, tiré par les titres dont la capitalisation boursière est la plus élevée. OK? Si je vous disais un nom, Nortel, est-ce que ça vous dit quelque chose? Qui était à cette époque-là quasiment 33 de l'indice. Donc, évidemment, l'indice canadien était tiré par Nortel. Ben, vous envoyez un exemple. Dans le calcul, ça donne un peu, ça vous donne un peu l'explication. OK. Donc, si on continue à parler un petit peu des indices capipondérés, parce que comme je disais, c'est vraiment ce qui compose la plus grande partie du marché. Les indices capipondérés, eux, évidemment, là, à ce niveau-là, il y a eu ce qu'on appelle la pondération en fonction de la taille de la capitalisation boursière. Ça, c'est un dérivé du modèle d'évaluation des actifs financiers qui lui-même provient de la théorie moderne du portefeuille qui a été développée en 1952 par Harry Markovitch, si on fait un petit peu d'histoire. Et la théorie moderne du portefeuille, elle, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est qu'elle explique notamment comment des investisseurs rationnels utilisent la diversification afin d'optimiser le portefeuille. Là, ça me fait toujours gricher des dents, ou grincer plutôt des dents, le mot rationnel. Est-ce que les investisseurs ou nous, je pense à moi, pensez à vos clients, pensez à vous-même, est-ce que lorsqu'on prend des décisions en matière d'investissement, est-ce qu'on est vraiment rationnel? On va voir ça tantôt un petit peu aussi. Et évidemment, donc, la théorie moderne du portefeuille, basée sur le fait que les investisseurs sont rationnels, normalement, ça dirait qu'un indice capipondéré est efficient et par le fait même offre un niveau de rendement optimal par rapport au risque. Mais ça, c'est basé sur le fait qu'on serait rationnel. Tant qu'à parler de rationalité ou d'irrationalité, il y a toujours eu un vieil adage sur Wall Street qui disait qu'il y avait deux choses qui faisaient bouger le marché boursier. La peur et l'avidité. Hein? Je ne sais pas si ça me fait toujours penser quand je parle de ça. Est-ce que vous avez déjà vu le film de 1987, Wall Street? En tout cas, ça, c'est mon film préféré. Là. Même ma femme s'en plaint tellement de fois que je l'écoute. Donc, évidemment, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un personnage là-dedans incarné par Michael Douglas qui s'appelle Gordon Gekko, effectivement, qui dit la phrase célèbre qui dit à un moment donné « Greed is good ».
qu'on pourrait traduire en français dans la version française comme l'avidité est une bonne chose. Donc, à cette époque-là, effectivement, on pensait que les gens étaient avides, rentraient dans le marché, les gens avaient peur, sortaient du marché. Donc, il y avait seulement ces deux facteurs-là qui faisaient bouger le marché boursier. On a fonctionné longtemps avec ça. Et évidemment, on a créé des modèles à partir de ça. On en a parlé d'un tantôt, qui est le modèle d'évaluation des actifs financiers. Fait qu'on a roulé avec ça. Mais à un moment donné, au début des années 2000, il y a deux gars, Daniel Canham et Vernon Smith, qui sont arrivés avec une étude. Ils ont analysé des milliers et des milliers de personnes, comment ils réagissaient au niveau de l'investissement, les décisions qu'ils prenaient, tout ça. Ils sont arrivés, probablement qu'on commençait à s'en douter, mais eux l'ont montré formellement, que les investisseurs, malheureusement, nous, en tant qu'êtres humains, on est des petites bêtes irrationnelles. Donc, évidemment, ça ne faisait pas l'affaire de Wall Street, Bay Street, Sesame Street, appelez ça comme vous voulez. Ça ne faisait pas les affaires. Eux autres, ils essayaient d'enterrer ça, de cacher ça. Évidemment, que ça ne sorte pas au grand jour parce qu'ils se disaient, ben là, si ça, c'est vrai, évidemment, tous les modèles qu'on a créés, ainsi de suite, ça va tout prendre le bord de la poubelle parce que c'est basé sur le fait que les investisseurs sont rationnels. Donc, évidemment. Mais en 2002, comme vous le voyez, comme c'est écrit là, ces deux personnages-là ont remporté un prix Nobel avec ça. Et c'est depuis ce temps-là que formellement, ça a été démontré qu'on est irrationnel. Évidemment, si vous n'êtes pas encore convaincu de ça, je vous ai sorti un petit exemple. Ça, c'est le fun. On fait toujours ça, nous, avant de choisir un fonds ou ainsi de suite, on fait une étude, tout ça. Donc, voici deux fonds. Vous avez le fonds A et le fonds B. Je vous donne le choix de choisir entre le fonds A et le fonds B et de le conserver pour une période de 10 ans, évidemment, et d'investir 1 000 $ là-dedans. Ce que vous savez déjà, c'est que le fonds A va avoir une chute initiale de 10 % de sa valeur, mais va augmenter de 2 % par année pour les 10 prochaines années. Quant au fonds B, lui, il va chuter de 50 % immédiatement. Donc, vous savez déjà qu'il va avoir une chute de 50 % mais que lui, dans son cas, va augmenter de 10 % par année pour les 10 prochaines années. Je vous laisse 5 secondes top chrono de réflexion à partir de maintenant. Et dans votre tête, lequel de ces deux fonds-là, le A ou le B, aura la valeur la plus élevée dans 10 ans, sachant ce que je viens de vous dire? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et ça va être le fonds A, contre toute attente. Mais j'aurais vraiment aimé entendre vos réponses et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que j'en parle ici et là de cet exemple-là. Souvent, les gens ont tendance ma femme d'ailleurs a choisi le fonds B avec son augmentation de 10 % par année. On a tendance à se faire un petit peu berner par ça. Donc, là, deuxième chose, si je reviens ici, deuxième chose qui est bien importante, si vous avez dormi depuis le début du webinaire, qu'il faut être attentif, c'est la perte. À un moment donné, on va le voir tantôt avec la théorie, des perceptions, désolé, c'est qu'à un moment donné, oui, c'est le rendement, mais il faut faire attention aussi aux baisses. Parce que vous le voyez, petit rendement de 2, mais il a seulement baissé de 2, de 10, c'est-à-dire, et c'est lui qui a le meilleur rendement. En tout cas, bref, continuons, on va le voir tantôt. Un deuxième et dernier exemple d'irrationalité, ça serait la fierté et le regret. Effectivement, dans mon cas, j'ai étudié beaucoup là, dans certaines de mes certifications, là, dont le FRM et le PRM, la psychologie d'investissement. Donc, je me suis spécialisé là-dedans. Et en tant qu'être humain, là, évidemment, on veut être fier d'avoir fait un gain. Et évidemment, on veut pas avoir les regrets d'avoir fait
une perte ou on ne veut pas ça. Donc, évidemment, quand on reçoit notre relevé, pensez à vous, pensez à vos clients. Moi, je pense à moi aussi. On reçoit nos relevés aux 6 mois ou peu importe quand. Là, on les regarde. Ce qu'on veut, c'est être fier. Je vous donne un exemple. Pensez à vos clients. Quelqu'un qui achète une action, peu importe, compagnie ABC, le prix était de 50 pièces. Il l'a gardé pendant un an. Après un an, il s'est dit, écoute, à vos 75, je la vends. On s'entend que, vite comme ça, de 50 à 75, 50 de rendement sur un an. Là. Au moment de recevoir son relevé, le client regarde ça et il dit l'action, à un moment donné, durant cette année-là, a eu un sommet de 100 pièces et un creux de 45. À votre avis, sachant cela, est-ce que l'investisseur a l'impression d'avoir fait un gain ou une perte? Hein? D'après vous? Il va avoir l'impression d'avoir fait une perte. La plupart des gens, ça d'ailleurs, c'est une étude qui avait démontré ça, la plupart des gens vont avoir l'impression d'avoir fait une perte parce que, évidemment, il aurait pu la vendre à 100 pièces et faire 100 de rendement sur un an au lieu de 75. Mais on s'entend qu'un rendement de 50 c'est quand même super intéressant. On devrait normalement être fier de ça. OK. Si on continue au niveau des indices boursiers, évidemment, normalement, on ne peut pas acheter un indice boursier directement. Il faut l'acheter via différents types de placements, dont ce qu'on voit le plus couramment, ce sont des fonds indiciels. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'un fonds indiciel? Vous le savez probablement tous et toutes, mais évidemment, rapidement, c'est un fonds dont la gestion est dite passive au lieu de active. Donc, ce que ça veut dire, une gestion passive, c'est qu'au lieu de sélectionner grâce à toutes sortes d'études ou toutes sortes de calculs, ce que les gestionnaires croient être les meilleurs titres ou ce qui vont être les meilleurs titres au cours des prochains mois, des prochaines années, tout ce qu'ils font, c'est répliquer l'indice boursier sous-jacent à ce fonds-là. Donc, s'il y a tant d'actions, tant de pondération dans cette action-là, c'est ce qu'ils font. Ils font tout simplement le répliquer de façon mécanique. Et de cette façon-là, effectivement, donc, il y a moins d'études ou ainsi de suite. Ça permet tout simplement, de façon triviale, d'avoir des fonds, des frais de gestion beaucoup moins élevés. Donc, des frais de gestion beaucoup moins élevés pour le même rendement. Si ce secteur-là a donné environ 10 puis je charge un frais mettons, 1,5, ben, mon rendement net est de 8,5, alors que certains fonds qui peuvent, pour le même rendement dans ce secteur-là, charger, exemple, 3, ben, le rendement net est 7. Donc, évidemment, c'est la raison pour laquelle la performance souvent est plus élevée à long terme. Évidemment, il n'y a rien de parfait. Les fonds indiciels ont évidemment des défauts. Et un des gros défauts, c'est qu'évidemment, ils sont très populaires, évidemment. Fait que la majeure partie de l'argent qui entre actuellement dans les marchés se fait via ce type de fonds-là. Au lieu, évidemment, comme je disais tantôt, d'analyser méticuleusement et de sélectionner certains titres. Donc, ce que les gestionnaires vont faire, vu que c'est une gestion de titre passive ou mécanique, c'est qu'ils vont acheter, exemple, je l'ai mis comme ça, l'action d'Apple, pas parce qu'ils pensent qu'ils croient en la valeur fondamentale d'Apple, c'est qu'ils le font tout simplement par nécessité, parce qu'Apple représente une bonne partie de l'indice qu'ils doivent répliquer. Donc, évidemment, le premier désavantage, c'est ça il faut le retenir, c'est bien important, c'est la surexposition aux valeurs survalorisées et aux grandes capitalisations, qui est le premier défaut des fonds indiciels. Parce que si je vous posais la question, est-ce que maximiser l'allocation d'un titre lorsque son cours est le plus élevé, c'est une bonne façon de créer de la richesse, ça, vous pensez? J'en parlais tantôt. Il suffit de penser à Nortel.
qui comptait, j'en ai parlé tantôt, pour plus de 33 environ 33 de l'indice S&P TSX 60. Nortel, maintenant, il y en a qui appelaient ça mortel. Donc, évidemment, on connaît la suite. Et ça, moi, c'est un de mes graphiques préférés, là. Évidemment, si je vous montrais l'historique des poids sectoriels dans le marché américain, évidemment, regardez ça comme c'est intéressant. Évidemment, les indices, bien, évidemment, les fonds indiciels sont souvent surexposés aux valeurs qui ont la plus grande capitalisation boursière. Regardez, si on regarde juste en 1972, la consommation discrétionnaire correspondait à 22 du poids de l'indice à ce moment-là. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Vous le voyez, une chute. En novembre 1980, le premier choc pétrolier, le secteur de l'énergie, 30 de l'indice à ce moment-là. Donc, ça correspondait à 30 de l'indice. Regardez le pic qu'on voit là. Et qu'est-ce que ça a fait par la suite? Évidemment, une baisse. Si on continue, la fameuse crise technologique en 2000, les technologies et les médias de télécommunications, 34 du poids de l'indice à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça l'a fait par la suite? Évidemment. Et on pourrait continuer avant. La fameuse crise bancaire à ce moment-là, en 2007, le secteur bancaire, juste un peu avant la crise, c'était 23 du poids de l'indice. Je ne sais pas si vous en souvenez, les fameux PCAA qui voulaient dire ce qu'aujourd'hui, c'est qu'on pourrait dire pourquoi la compagnie en a acheté PCAA. Donc, évidemment, c'est la dégringolade. Et actuellement, depuis juin 2019, c'est les fameux FANG, Apple, Facebook, Netflix, Google, qui est Alphabet de ce monde, ainsi de suite. Donc, évidemment, les fonds indiciels, évidemment, comme on disait, premier défaut, surexposition. Vous le voyez comme à ce moment-là, on est toujours surexposé, souvent au mauvais moment aussi. Donc, deuxième désavantage, c'est évidemment, ben, si je reviens, je m'excuse pour vos yeux, je ne veux pas trop vous faire changer de diapositive, mais vous le voyez à chaque fois qu'il y a eu des pics, dégringolade. Donc, évidemment, ça m'amène au deuxième désavantage qui est l'absence de protection en cas de baisse, évidemment. Ça n'a malheureusement pas de parachute. Et regarde, je pourrais vous montrer de nombreuses fois, là, pour avoir étudié 8 siècles de crise financière, que malheureusement, il n'est pas rare qu'un investisseur peut perdre facilement la moitié de son capital sur une période donnée. En étant investi dans un fonds indiciel. Je vous donne, à chaque fois j'en parle, ceux qui me connaissent, je l'amène toujours dans mes présentations. L'exemple classique, c'est mon beau-père. Environ un mois après s'être retiré, il avait utilisé 50 de son bas de laine pour acquérir un fonds de gestion passive, lui, à ce moment-là, parce qu'évidemment, il avait entendu que c'était une bonne façon d'investir. Il avait investi dans le fonds le fameux Nasdaq 100. Ben, c'est un fonds indiciel qui répliquait le Nasdaq 100. Et il s'était dit, je vais en mettre juste un petit peu, 50 de son capital là-dedans. Quelques données pour vous. Le 10 mars 2000, la fermeture des marchés, l'indice Nasdaq valait 5048,62 pour être précis. Le 9 octobre 2002, à la fermeture des marchés, ce même indice-là valait à peu près 1100. De 5048 à 1114, selon vous, quel type de perte mon beau-père a encaissé? 78 sur cette période-là d'un peu plus de 2 ans. Ça, c'est un exemple classique, mais évidemment, il y en aurait, vous n'avez peut-être en tête, ainsi de suite. Là. Mais où est-ce que ça nous amène, ça? C'est la grande question. Selon vous, mon beau-père vient de perdre, a perdu à ce moment-là 78 d'une partie de ses avoirs. Donc, quel gain est-ce que ça lui prend pour ce qu'on pourrait dire récupérer cette monstrueuse perte-là? Je
vous laisse réfléchir un peu. La plupart des gens auraient tendance à dire j'ai perdu 78 il faut que je remonte à 78. Erreur. Ça serait un gain de 355 Aujourd'hui, malheureusement, j'en parle pas trop fort, ma femme n'est pas loin, mon beau-père est de retour sur le marché du travail. Exemple classique. Et encore une fois, si vous avez dormi depuis le début de la présentation, où est-ce qu'il faut être attentif maintenant? C'est ce beau tableau-là. Moi, c'est un tableau qui me parle vraiment. C'est vraiment qu'est-ce que ça prend pour récupérer les pertes. Donc, à gauche, les pertes en rouge et à droite, les gains. Donc, évidemment, quelqu'un qui a perdu, exemple, 60 sur une période donnée, ça lui prendrait 150 de rendement. Donc, c'est plus de 15 ans à 10 Donc, évidemment, c'est. Donc, là, évidemment, là, ça m'amène à vous dire c'est beau du rendement, du rendement, du rendement, du rendement, choisir les fonds qui performent le plus. Puis, on dirait qu'on est mindé là-dessus, mais il faut faire attention à une chose, les pertes. Parce que, évidemment, j'en parlais tantôt un peu, je m'étais devancé. Donc, la théorie des perceptions. Ça, d'ailleurs, ça vient de Daniel Kahneman et Vernon Smith, quand je disais qu'ils avaient gagné un prix Nobel là-dessus. Avec les études, ont à ce moment-là développé ce qu'on appelle la théorie des perceptions. Qu'est-ce que c'est ça? Vous n'avez peut-être déjà entendu parler. Habituellement, quand je suis dans une salle, j'aime la dessiner parce que vous voyez, on peut réfléchir ensemble et amener ça graduellement. Là, malheureusement, ça va être la prochaine diapositive. Vous allez l'avoir tout d'un bloc, mais on va regarder ça quand même ensemble. Ça décrit notamment comment les investisseurs perçoivent le gain et le perte. Rappelez-vous, en tant qu'être humain, on est des petites bêtes qui aiment ça être fiers, on ne veut pas de regrets. Puis lorsqu'on investit souvent, évidemment, lorsqu'on choisit des titres ou qu'on choisit des fonds, notre cerveau, c'est pas comme un ordinateur que tu y rentres des données, puis tu vires la machine à saucisse, puis il sort quelque chose. Nous aussi, quand on est enterré de données, à un moment donné, on veut faut que ça sorte à un moment donné, il faut que ça aille plus vite. Ça vient peut-être, quand j'étudiais la psychologie de l'investissement de l'homme des cavernes à l'époque, c'est vrai, c'est dérivé de là. Entend des bruits, qu'est-ce que c'est? Ma vie est en danger, donc il faut qu'ils réagissent rapidement. Donc nous, peu importe, quand on prend des décisions, que ce soit en placement ou ainsi de suite, on veut réagir rapidement. Donc, la théorie moderne, c'est-à-dire la théorie des perceptions, vous l'avez devant les yeux maintenant. Normalement, je la dessinerais. Ça là, évidemment, je ne sais pas si vous en souvenez à la petite école, inquiétez-vous pas, là, on ne fera pas trop de mathématiques, mais le tableau cartésien, hein, l'axe des X, qui est l'axe horizontal, et l'axe des Y, qui est l'axe vertical, vous auriez à ce moment-là deux courbes. Concentrons-nous sur la courbe dans le cadran numéro 1, donc ce qui est à votre droite en haut, où est-ce qu'il y a un B. Là. La courbe, elle est convexe ou concave? Rappelez-vous, bedaine en haut, bedaine en bas. Donc, elle est évidemment concave. Donc, à ce moment-là, regardez bien ça. Faisons un exemple simple. Là. Vous voyez la courbe, là. Elle part, elle monte, puis à un moment donné, elle s'aplatit. Faisons un exemple simple. Disons que vous marchez dans la rue ou votre client marche dans la rue, trouve une pièce. Évidemment, ce qu'on va dire, du côté droit, c'est les gains de l'axe des X, donc l'axe horizontal, et du côté gauche, ce sont les pertes. Au niveau de l'axe vertical, donc de l'axe des Y, vers le haut, appelons ça une joie, et vers le bas, appelons ça des regrets.
Donc, en fait, ce qu'il y avait dans la vraie théorie, c'est l'utilité. Une utilité positive, c'est une joie et une utilité négative, c'est une perte. Donc, appelons ça d'une joie et une perte. Donc, revenons à nos moutons. Le client trouve 1 $. Donc, évidemment, ça, c'est la ligne en rouge, là. Si on monte sur la courbe, 1 $, ça lui procure une joie positive. Donc, le client, il est content. Il a 1 $, il a fait son premier 5 de rendement, peu importe, le client, il est content. Si on continue à se tasser, si je pouvais dessiner là, sur la courbe, c'est-à-dire sur la ligne, sur l'axe des X vers la droite, doublons ce qu'il a trouvé. Mettons qu'il trouve 2 $ au lieu d'1 $ ou il fait 10 de rendement au lieu de 5 Donc, on serait vers la droite, on monterait vers le haut et on frapperait la courbe. Évidemment, si vous regardez, ça lui donnerait une utilité un petit peu plus grande, mais pas vraiment plus grande. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre. Là. Regardons du côté des pertes maintenant. Disons que pour une raison quelconque, le client vient de perdre 1 $. Donc, on est du côté gauche de l'axe des X, donc l'axe horizontal. Normalement, évidemment, ça va mieux quand je le dessine, je vous l'explique en même temps, mais j'espère que vous comprenez. Donc, on est rendu du côté gauche. Il perd 1 $. Donc, si on descend et on frappe la courbe à ce moment-là, ça donne une utilité négative, donc un client qui est malheureux d'avoir fait une perte, évidemment. Et si on doublait la perte, mettons qu'il avait perdu 5, puis maintenant il perd 10, bien, si on continuait la courbe, donc ça lui donnerait une utilité négative, donc une peine encore ou un regret encore plus grand. Donc, puis, peu importe, on pourrait continuer ainsi, mais si vous regardez bien, ce n'est pas symétrique. Donc, l'utilité, c'est beau faire des gains, mais regardez l'impact d'une perte. L'impact au niveau du regret est beaucoup plus élevé que l'impact au niveau du gain pour le même. Perdre 1 $, c'est beaucoup plus douloureux que gagner 1 $. Regarde la joie, regardez, c'est vraiment pas symétrique. Donc, l'actuaire en moi dirait que l'être humain, comment je pourrais dire ça, c'est que perdre 1 $ dans la tête d'un investisseur vaut beaucoup plus qu'1 $ gagné. Donc, ça corrobore ce que je disais tantôt, c'est que c'est beau faire du gain, oui, mais tu sais, regardez la courbe des. Oups, je m'excuse. Regardez la courbe des gains. Évidemment, 1 $ de gain supplémentaire, là, c'est pas bien plus joyeux, mais au niveau des pertes, c'est là que ça fait plus mal. Donc, à un moment donné, il faut sécuriser aussi le portefeuille. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, nos fonds bêta intelligent plus, évidemment, qui sont reliés à la gestion indicielle dynamique, ça vient combler ces deux lacunes-là qu'on a vues tantôt des fonds indiciels, qui sont évidemment la surexposition aux valeurs surévaluées et aux grandes capitalisations, et aussi l'absence de protection en cas de baisse des marchés. Donc, évidemment, qu'est-ce que nos fonds portefeuille Bêta Intelligent Plus avec la gestion indicielle dynamique viennent faire là-dedans, c'est qu'ils vont essayer de créer des performances supérieures, et ça, c'est intéressant, avec un niveau de risque inférieur, avec ce qu'on appelle des mécanismes de pondération qui sont autres que ceux correspondant à la capitalisation boursière. Ils utilisent entre autres ce qu'on appelle la valorisation fondamentale. Et avant l'arrivée de cette nouvelle gestion indicielle dynamique-là, il y avait un vieux précepte, et puis moi d'ailleurs, ça, je l'ai vu de maintes et maintes fois, qui disait qu'il n'y avait pas de rendement sans risque. Autrement dit, ce qu'on voulait dire par là, c'est que si tu avais deux titres qui avaient le même risque, normalement, allaient donner le même rendement. Ce que la gestion indicielle dynamique sous-jacente à nos fonds portefeuille Bêta Intelligent Plus viennent faire, c'est que regardez, moi je trouve toujours qu'une image vaut 1000 mots, c'est qu'ils vont essayer de diminuer le risque tout en gardant le même rendement ou même
avoir un rendement plus élevé. Vous le voyez ici, là, que l'indice traditionnel. Donc, ça va venir combler ce qu'on pourrait dire un des premiers défauts, là, qui est la surexposition aux titres surévalués. Donc, ils vont essayer de les enlever en abaissant la volatilité, mais aussi en faisant en sorte que le rendement va être égal ou plus élevé. Et si on le regardait autrement, là, vous avez en vert nos fonds bêta intelligents plus et l'indice de référence en gris. C'est que normalement, en ayant, comme je disais, normalement, si les deux types de placements avant cet événement-là avec le même risque auraient donné le même rendement. Mais maintenant, en abaissant le risque, évidemment, ça va moins baisser. Je m'excuse, il ne faut pas que je touche à mon écran. Ça va moins baisser. En baissant moins, de façon triviale, ça va amener à long terme aussi un meilleur rendement parce que ça va prendre une moins grosse hausse pour récupérer la perte plus élevée. Rappelez-vous le tableau. La perte moins élevée, désolé. Et l'autre affaire qui est intéressante, c'est que ça offre aussi une meilleure diversification parce que, comme je disais, je me répète, mais ça va diminuer le risque de concentration. Donc, que l'on retrouve dans les fonds indiciels qu'on parlait tantôt. Rappelez-vous le tableau là, des secteurs, là, bon, mais ça va venir diminuer ce risque-là. Si on essayait de comprendre ensemble qu'est-ce que le risque de placement, évidemment, le risque, si on regardait c'était quoi la définition dans un dictionnaire, ça dirait que c'est la probabilité que le rendement d'un placement soit différent de celui qui était attendu. Donc, si j'ai choisi un titre puis je m'attendais à faire, exemple, 10 en moyenne, ben, ça se peut que, oui, ça peut faire ça au bout de 5 ans, un rendement moyen de 10 mais ça se peut que dans une année donnée, ça l'ait fait 15 ou dans un autre, moins 5 ou peu importe. L'exemple que j'utilise souvent, c'est si chaud dans une piscine qui a en moyenne 6 pieds, je peux me péter la tête, c'est chaud dans le 3 pieds au lieu d'une pied. Hein, en moyenne, 9 plus 3, 12 divisé par 2, ça fait 6. Donc, la piscine, en moyenne 6 pieds, mais ça se peut que je me pète la tête. Donc, donc évidemment, c'est le même principe. Donc, ça se peut que le rendement, année après année, soit différent que celui que je prévoyais. Il peut être plus beau ou plus élevé. C'est cet écart-là qu'on appelle l'écart type en mathématiques qui est vraiment imprévisible. Et qu'est-ce qui est l'écart type? C'est tout simplement, j'ai un rendement moyen de temps, mais comment que ça va se distribuer autour de ma moyenne? Encore une fois, une image vaut 1000 mots. Donc, ça, je trouve que ça parle vraiment, ce graphique-là. Là. Vous le voyez, je vous ai mis 3 courbes, une assurée, une en verte, puis une en grise. Fait que si je vous disais qu'aujourd'hui, je vous donnais 100 puis je vous disais que je vous donnais 3 fonds qui vont avoir un rendement annuel prévu de 6 OK? Après 20 ans, votre 100 si vous l'aviez investi dans le fonds dont la ligne est assurée, donc dont l'écart type était de 0, ben, la valeur après 20 ans serait de 321 $. Pourquoi? Parce que l'écart type étant zéro, rappelez-vous qu'est-ce qui est l'écart type? C'est comment les rendements sont distribués autour de ma moyenne. Donc, un écart type de zéro, bien, zéro d'un bord, zéro de l'autre, donc ça va faire 6. Donc, ça fait vraiment 6 pendant 20 ans. Tandis qu'un fonds dont la volatilité est un petit peu plus élevée, donc avec un écart type de 10 donc la ligne en vert, ce que ça ferait, c'est que au bout de 20 ans, ça donnerait 293 $, donc un petit peu moins que celui dont l'écart type était zéro. Donc, pourquoi? Parce que
Comment que ça se distribue autour de 6 Il y a un écart type de 10, ça se pourrait bien qu'une année, je fasse 6 plus 10 fait 16, mais ça se pourrait bien qu'une année, je fasse 6 moins 10, donc je fasse moins 4 aussi. Donc, évidemment, la volatilité est un peu plus grande, donc ça va m'en donner moins au bout de la ligne. Et pour finir, la courbe en gris, un écart type un petit peu plus élevé, donc 15. Donc, oui, je peux faire plus dans une année donnée parce que je pourrais faire 6 plus 15, 21. Donc, ça se distribue au niveau, je pourrais aller jusqu'à 21, mais au niveau des pertes, je pourrais aller jusqu'à moins 9 aussi. 6 moins 15, ça ferait moins 9. Donc, oui, le risque est plus grand, donc je peux faire plus, mais je peux aussi en perdre plus. Donc, évidemment, je l'ai résumé avec la phrase en bas et je vais juste me contenter de la lire. Là. Moyennant un rendement annuel prévu constant, plus la volatilité est faible, plus la valeur future du placement sera élevée. Donc, si je répète encore une fois, la gestion indicielle dynamique sous-jacente à nos portefeuilles bêta intelligents plus cherche à diminuer la volatilité et pour le même rendement, donc avec une volatilité faible, je vais avoir un meilleur rendement à l'autre bout. Vous le voyez sous vos yeux. Évidemment, il y a deux types de risques. Ça a toujours été. Il y a ce qu'on appelle le risque systématique et le risque non systématique. Le risque systématique, lui, il est communément appelé le risque du marché ou tout simplement le risque non diversifiable. Ce que ça veut dire, c'est que peu importe les courbettes qu'un gestionnaire peut faire, il ne peut pas le dissocier du placement ou du fonds ou peu importe, parce que ça va toujours toucher l'ensemble du marché. Donc, c'est ce qu'on appelle évidemment le risque du marché. Donc, peu importe, ce risque-là, il va toujours demeurer. Tandis que ce qu'on appelle le risque non systématique, ce qu'on appelle le risque spécifique, lui, il est vraiment propre au titre en particulier et non pas au marché en général. Donc, lui, évidemment, il est possible de l'enlever ou de le diminuer ou tout simplement de l'enlever en utilisant une certaine diversification. Et tantôt, je disais une image vaut mille mots. Vaut mille mots. Moi, en tant qu'actuaire, je dirais qu'une formule mathématique vaut mille mots. C'est que sigma ici veut dire le risque de l'investissement est divisé en risque systématique et risque non systématique. Donc, qu'est-ce que la gestion indicielle dynamique va tenter d'enlever? C'est la dernière partie de l'équation, c'est le risque non systématique. Grâce à des formules mathématiques brevetées, j'en donne deux, là, la maximum diversification et l'anti-benchmark. Ça, ce que ça fait, c'est des modèles mathématiques. Donc, non seulement ils ont été brevetés, vous le voyez, là, un gros paragraphe, là, j'essaie de vous le vulgariser, mais ce que ça fait, c'est que tout simplement, ça va, étant donné que c'est des modèles mathématiques, ça va enlever ce qu'on appelle le facteur humain, la psychologie de l'investissement, parce que veut pas, les gestionnaires sont des humains, ils ont de la pression, ils doivent performer, ils ont des choses à rencontrer, donc veut pas, des fois, malheureusement, ils ont tendance à prendre des risques indus qu'ils n'auraient peut-être pas pris normalement, justement pour essayer de battre l'indice ou ainsi de suite. Tandis qu'une formule mathématique, un modèle mathématique, hein, si tu y rentres des données, vers la machine à saucisse, aucune émotion. Donc, quand tu viens enlever l'émotion, c'est là que ça devient intéressant. Donc, c'est là que ça vient combler ces grosses lacunes-là. Et évidemment, étant donné que ça vient diversifier et ça vient baisser la volatilité, ça vient combler les lacunes des fonds indiciels
qui, eux, malheureusement, encore une fois, je vous ai sorti un beau tableau à la prochaine diapositive. Ça montre que l'histoire nous a malheureusement démontré que les fonds indiciels ont tendance à maximiser l'allocation au niveau des défauts au mauvais moment. Vous le voyez, on a parlé des technologies immédiates, télécommunications, la fameuse crise financière, la crise de l'énergie, tout ça. Donc, vous le voyez. Donc, c'est ce qu'on essaie d'enlever avec ces formules mathématiques-là au niveau des portefeuilles bêta intelligents plus. Il nous reste 7 minutes. On va être dans le temps. J'espère que jusqu'à maintenant, ça vous plaît. Évidemment, nos portefeuilles bêta intelligents plus, ça, c'est vraiment une clé en main. Évidemment, on va le scinder en deux. Il y a ce qu'on appelle la portion bêta intelligent qui est composée de la gestion passive. Rappelez-vous, qu'est-ce qui est la gestion passive? C'est simplement mécanique. C'est tout simplement les gestionnaires ne font que répliquer l'indice donné. Et ça, c'est au niveau étranger. La portion étrangère de ces fonds-là. Et la portion plus, et ça, c'est vraiment la gestion active, ce qu'on parlait les modèles tantôt, là, maximum diversification, et ainsi de suite. Là. Et ça, c'est composé au niveau canadien. Donc, c'est vraiment la gestion active. Ça, c'est vraiment là que les modèles mathématiques entrent en ligne de compte. Et pourquoi le marché canadien a été choisi? Je vous l'ai tout simplement marqué là. Parce qu'il est plus petit, il est évidemment, étant plus petit, moins liquide, donc il est moins efficace ou moins efficient que certains marchés. Donc, ça laisse plus de potentiel à la génération de rendement excédentaire en utilisant ces modèles-là. OK? Et en un coup d'œil, je vous ai mis nos 4 différents portefeuilles, qui soient sécuritaires, équilibrés, croissants ou audacieux, et les pondérations sous-jacentes, soit en obligations, en actions canadiennes, qui est évidemment la gestion un peu plus active avec les modèles, et la portion un peu plus passive avec les actions étrangères, vous le voyez. Donc, ça nous donne un petit peu, ça vous donne un petit peu un coup d'œil des 3 catégories. 3, pourquoi je dis 3? Des 4 catégories. Vous pourriez me demander, Alex, qui sont les gestionnaires derrière ces fonds-là? Évidemment, la portion bêta intelligent, rappelez-vous la portion un petit peu plus passive au niveau étrangère, c'est TD et Tobam. On va voir un petit peu TD, évidemment. Vous avez probablement une bonne idée de qui est cette firme-là. On va regarder aussi Tobam, je vais vous en parler tantôt. Et la portion plus, évidemment, la portion plus active basée sur le marché canadien, et AlphaFix et Triosima. Évidemment, TD, évidemment, tout le monde, vous connaissez probablement ça. Évidemment, ça gère quand même plusieurs milliards de dollars et ça fait plus de 30 ans qu'ils sont en affaires. Ce qu'on connaît un petit peu moins, mais qui sont quand même de grands spécialistes, c'est Tobam, qui sont en affaires depuis 2005. Évidemment, eux sont basés à Paris. Et ils ont quand même des équipes là, dans 4 bureaux, soit New York, Dublin, comme je disais, de Paris, et évidemment Hong Kong. AlphaFix et Triasima, ça, ce sont deux sociétés québécoises qui ont eux aussi plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la gestion, qui gèrent eux aussi plusieurs milliards de dollars à cet effet-là. Donc, c'est super intéressant. Donc, évidemment, pour ça. Et évidemment, on les a confié ce mandat-là, mais rassurez-vous, on fait toujours quand même une surveillance et un suivi continu pour s'assurer que les mandats qu'on les a confiés à ces 4 firmes-là sont toujours respectés et que les performances sont atteintes à ces niveaux-là. Donc,
Si quelqu'un me demandait, Alex, c'est quoi les principaux avantages avant de finir de nos principaux portefeuilles BTA intelligents plus, évidemment, c'est un petit résumé. Je pense qu'on en a parlé longuement depuis maintenant précisément 57 minutes. Donc, c'est évidemment une meilleure diversification parce que ça diminue le risque de concentration. J'espère que vous avez retenu ça. Évidemment, ça, c'est vraiment important. Évidemment, ça a une meilleure efficacité fiscale grâce, évidemment, à un taux de roulement moins élevé. Évidemment, parce qu'il y a une bonne partie là-dedans, c'est une gestion passive, donc évidemment moins de roulement. C'est sûr, évidemment, le risque et la volatilité est réduite. On l'a regardé avec nos graphiques tantôt. Évidemment, parce que ce sont des modèles mathématiques et aussi c'est une gestion passive, donc c'est plutôt mécanique, je le fais entre guillemets, ça nous permet de charger des frais inférieurs aux stratégies dites plus communes actives. Et mais c'est sûr aussi que tout ça va nous amener à faire un meilleur rendement ajusté au risque. Évidemment, là, on peut pas parce que le temps file, là, mais évidemment, je vous ai mis les principales caractéristiques de nos portefeuilles, là, soit au niveau des cotisations minimum ou des rachats ou des transferts, tout ça est là. Vous avez ça dans nos notices explicatives, dans nos nombreux documents marketing à cet effet-là. Là. Donc, évidemment, on ne passera pas 20 minutes là-dessus, mais aussi au niveau, ces trois fonds-là peuvent être vendus rapidement en 3 déclinaisons au niveau des garanties, que ce soit régulière, enrichie ou optimale. Évidemment, les garanties ne sont pas pareilles dépendamment des déclinaisons. L'autre affaire aussi peuvent être vendues au niveau de différentes façons, au niveau des frais différés, des frais à l'achat, ou mode A, mode B, ou ainsi de suite, peu importe. Vous avez tout ça là dans nos notices explicatives. Donc, je vous laisse le soin de regarder ça et les pénalités afférentes s'il y a lieu. Vous avez aussi les commissions. Je vous les ai mis, dépendamment du mode de frais que vous allez choisir. Donc, les commissions sont en conséquence. Et en terminant, on est quasiment top chrono. Les fonds distincts en général, parce qu'évidemment, nous, les fonds portefeuille Beta Intelligent Plus, ce sont des fonds distincts chez nous. Donc, évidemment, je vous ai mis les différents avantages. Vous les voyez. Donc, ce qui est intéressant, évidemment, souvent aussi, c'est les garanties sous-jacentes qui sont là, autant au décès et ou à l'échéance par rapport aux fonds mutuels. Donc, c'est tout le temps que nous avions. J'espère que la présentation vous a plu. Dans mon cas, ça m'a vraiment fait plaisir de vous faire découvrir ces nouveaux portefeuilles-là. Évidemment, moi, dans mon cas, ou le reste de la belle gang de l'équipe des ventes, on n'est jamais plus loin qu'un coup de téléphone si vous voulez en savoir plus sur ces fonds-là. Ça va nous faire plaisir de répondre. Peut-être que certains d'entre vous auriez eu des questions. Évidemment, le temps est malheureusement écoulé, mais ça va nous faire plaisir, autant moi que Nathalie, Youssef, Steve, Louis-Philippe ou ainsi de suite. Ça va nous faire plaisir d'y répondre de façon personnalisée. Donc, encore une fois, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu, puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain webinaire. Je cède la parole maintenant à mon collègue Alexandre Trudel pour le mot de la fin. Parfait. Merci beaucoup, Alexandre, pour l'excellente présentation d'aujourd'hui. Donc, pour conclure, j'espère que tout le monde a apprécié les commentaires, les détails et les informations très pertinentes par rapport à notre famille de fonds Beta Plus intelligents. Donc, pour terminer, oui, vous avez accès par téléphone et par courriel à vos directeurs et directrices de compte de chez SSQ. Et comme vous les connaissez déjà, vous pouvez contacter moi-même, Alexandre Trudel, Jacinthe Benjamin et Marie-Pierre Guimond-Fortin. Donc, vous savez à qui vous référer en cas de besoin. On est là pour vous aider dans le développement de vos affaires, comme d'habitude. Ça nous fait plaisir.
Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et une belle fin de semaine. On se voit bientôt pour le prochain webinaire de la SSQ. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.